Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, c'est spécial questions-réponses. J'ai sélectionné 3 questions lecteurs auxquelles je vais apporter des éléments de réponse et je vous parle également de mes découvertes livres photos de la semaine. Tout ça, c'est en fin d'émission. Alors on démarre tout de suite avec une première question qui m'a été posée par Claude, mais pour tout vous dire, qui m'a été également posée par d'autres. Donc je ne vais pas citer tout le monde, vous étiez plusieurs ces derniers jours, à me parler d'ISO auto et de vitesse minimale de déclenchement. Alors, je crois que ça vient d'un épisode précédent dans lequel je vous parlais de comment régler le boîtier pour faire des photos à la volée dans la rue, par exemple, et où je vous disais que j'étais en mode A pour changer, sélectionner donc mon ouverture, et en même temps, je calais ma vitesse à 1/250e. Alors, vous avez été plusieurs à me dire, mais attends, comment c'est possible? Parce que le mode A, c'est priorité ouverture, tu peux pas caler l'ouverture et la vitesse, donc on comprend pas bien. J'ai dû être un peu maladroit dans l'explication, donc je vais la reprendre ici un peu plus en détail. Comment est-ce que je procède? Et tout repose en fait sur l'ISO auto. Alors l'ISO auto, c'est quoi? C'est le fait déjà de dire à votre boîtier la sensibilité ISO, au lieu de la fixer vous-même, 200, 400, 800, 1600 ou ce que vous voulez, vous dites au boîtier, je vais te donner une plage de sensibilité ISO dans laquelle tu vas pouvoir prendre la valeur qui t'arrange pour que l'exposition soit correcte. Alors, par exemple, vous allez fixer l'ouverture et la vitesse, ça serait dans ce cas-là en mode M, le plus manuel possible, et le boîtier va caler la sensibilité. Il va passer de 200 à 1600 par exemple, pour que l'exposition soit correcte. Donc ça, c'est le principe de l'ISO auto, c'est que le boîtier ajuste la valeur ISO, donc la sensibilité. C'est le troisième pilier du triangle d'exposition, ouverture, vitesse, sensibilité. Concrètement, si vous avez la curiosité d'aller dans les menus de votre boîtier, vous avez, alors sur les réflexes Nikon, vous avez le menu prise de vue photo, je ne sais pas si on voit bien, à chaque fois j'ai le souci. Vous descendez sur réglage de la sensibilité, et ici, vous avez un réglage qui s'appelle contrôle sensibilité auto, qui est sur off par défaut. Hein. Donc vous cliquez à droite et vous l'activez ici. Donc là, vous êtes en ISO auto. Alors il y a une valeur par défaut qui a été fixée là, mais peu importe, c'est le boîtier qui va changer. Ici, vous lui dites quelle est la valeur maximale que vous voulez qu'il utilise. Moi, je sais que sur le D750, je ne dépasse pas 3002 parce que au-dessus, c'est bruité. Donc là, j'ai fixé 3002 et c'est là où j'en arrive à ce que je vous disais la fois précédente, c'est que je fixe ici une vitesse d'obturation minimale et je mets un 250e. Donc ça, quand je fais les photos à l'improviste, généralement c'est une vitesse qui convient à peu près, qui passe partout. Ensuite, donc quand j'ai fait ça, mon boîtier, il est bien en ISO auto, et d'ailleurs, ça s'affiche généralement, on ne voit pas très bien ici, mais ça s'affiche sur l'écran supérieur. Et là, je passe en mode A, donc là, je suis bien, voilà, c'est pas très visible, si. Je passe en mode A et je sélectionne mon ouverture. Donc quand je fais les photos, je suis en A, je suis en ISO auto, et je change l'ouverture avec la molette avant, donc je prends le réglage d'ouverture que je veux. Je sais que le boîtier va me conserver la vitesse à minima de 1/250e, voire plus, hein, s'il y a beaucoup de lumière, il va peut-être monter à un 500e ou un millième, mais il ne va pas descendre en dessous d'un 250e, parce que quand il aurait besoin de descendre en dessous, c'est la sensibilité qu'il va faire monter, puisque j'ai imposé cette vitesse à minima de 1/250e. Donc c'est bien une façon, en mode A, de caler l'ouverture et la vitesse. Alors, détail qui a son importance, il y a quand même un effet de bord, c'est que si vous n'avez pas suffisamment de lumière, si le boîtier voit qu'il manque de lumière et qu'il est monté à fond en ISO, alors là j'avais mis 3002, s'il dit tiens, pour garder un 250e à cette ouverture, il faudrait monter à 6004 ou 12008, il ne peut pas puisque je lui ai dit de ne pas y aller. Donc dans ce cas-là, il va commencer à faire varier la vitesse et il va descendre en dessous du 250e. Alors ça, c'est la limite du système. Regardez dans le manuel de votre boîtier, vous avez toutes les courbes qui décrivent ça. Donc vous savez jusqu'où vous pouvez aller ou pas. C'est à prendre en compte. Simplement, vous avez un rappel dans le viseur. Donc vous voyez bien de toute façon que si la vitesse change, vous allez l'avoir changé dans le viseur. Et donc, vous faites attention. Mais dans toutes les situations où il y a suffisamment de lumière, eh bien, vous pouvez utiliser cet artifice pour dire vous êtes en mode A, donc vous pilotez vraiment l'ouverture. Mais la vitesse, vous êtes tranquille, elle ne descend pas en dessous de la valeur minimale que vous avez fixée, donc en termes de netteté, c'est bon, et c'est l'ISO qui change. Par contre, ne montez pas trop haut en ISO, parce que si vous dites je veux garder la vitesse et je vais lui mettre 50 000 ISO, bon, faut pas trop rêver, à 50 000 ISO, il n'y a pas de bonne photo aujourd'hui. Mais
1600, 3002, voilà, ça marche plutôt pas mal, 6004 sur certains capteurs un peu plus performants. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'ISO auto. Alors désolé si ça n'a pas été hyper clair dans l'épisode précédent, j'espère que là j'ai rétabli un peu la vérité. Si vous avez toujours des questions, dites-moi-le, parce que là il va vraiment falloir que je me remette en cause. Deuxième question, alors c'est Eric qui me pose une question sur la balance des blancs et qui me dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses quand je fais beaucoup de photos urbaines et j'ai un problème avec les éclairages nocturnes en ville, c'est que je ne sais pas comment régler la balance des blancs parce qu'il y a un peu tout dans les natures d'éclairage et j'ai des résultats aléatoires, c'est-à-dire que ce que je vois sur la photo n'est pas le reflet de ce que j'ai vu avec mes yeux quand j'étais en train de faire la photo. Alors là, on est typiquement dans une problématique assez complexe de réglage de balance des blancs avec des éclairages artificiels, donc la nuit c'est vraiment artificiel, de nature différente. Nature différente, ça veut dire qu'il y a tout. Alors, je ne suis pas un expert des éclairages, mais il y a du tungstène, il y a du halogène, il y a du... Alors il n'y a plus comment les lampes comme avant, mais on a de l'éclairage LED, on a vraiment de tout aujourd'hui, donc même chez soi déjà, donc ça devient assez compliqué de caler la balance des blancs. Alors honnêtement, moi j'ai pas de réponse toute faite à ça, si ce n'est que de vous dire, eh bien, soit vous faites du RAW, et puis bah, vous calez la balance des blancs en post-traitement, honnêtement c'est le plus simple, ou le moins complexe, je sais pas, ça dépend comment vous êtes à l'aise avec le post-traitement ou pas. Et moi quand je suis amené à faire ça, bah, je me mets en RAW, je réfléchis pas trop, et puis après dans Lightroom je cale ma balance comme j'ai envie d'avoir voilà, la photo telle que j'ai envie de la voir, voire même je fais un premier réglage de balance des blancs sur l'intégralité de la photo, et après je travaille avec le pinceau par zone et je recorrige la balance des blancs par zone, puisqu'avec Lightroom 6 on peut faire ça maintenant. Ensuite, l'autre option, si vous faites du JPEG, eh bien, c'est peut-être de faire plusieurs essais, faire plusieurs fois la même photo avec différentes balances des blancs. Alors sur les réflexes Nikon, on ne peut pas le faire, c'est un peu dommage, mais certains boîtiers, alors sur l'hybride j'ai ça par exemple, c'est le bracketing de balance des blancs, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un bracketing d'exposition, moins 1, 0, plus 1, mais vous faites un bracketing de balance des blancs, c'est-à-dire que vous faites une photo et le boîtier, lui, il enregistre différentes balances. Donc ça c'est sympa parce que du coup vous avez les JPEG correspondants, vous gardez celui qui vous plaît le plus. Donc voilà, c'est difficile en JPEG, honnêtement. Le plus simple, ce que je vous recommande, c'est quand même le format RAW, et puis vous post-traitez derrière. C'est toujours la problématique de l'éclairage urbain, c'est pareil chez soi, hein, c'est pas nécessairement que en ville. Il y a cette complexité-là qui a toujours été en photo. C'est quand même vachement plus simple en numérique parce que derrière on peut post-traiter. Avec l'argentique, il fallait quand même caler le choix du film et du filtre, c'était beaucoup moins simple. Donc voilà pour Eric. Troisième point, une question de Alain. Alors, question assez ouverte, puisque Alain me dit, voilà, j'aimerais bien faire des diaporamas que je voudrais présenter à des amis, à des proches. Donc, diaporama, c'est un ensemble de photos qui défilent avec, alors souvent il y a une petite musique de fond, petite animation. Et qu'est-ce que tu me recommandes comme logiciel, sachant que j'utilisais PowerPoint précédemment, que je suis passé sur Mac, qu'il n'y a plus PowerPoint, donc je fais quoi? Alors, je dis question ouverte parce que honnêtement, d'une part, je ne suis pas un expert du diaporama parce que j'en fais pas franchement beaucoup, pour pas dire que j'en fais presque jamais, parce que je trouve que c'est un peu passé de mode, honnêtement, le diaporama. On va plus aujourd'hui vers des formats où on travaille des vidéos un peu sympas avec des montages photos, des effets Ken Burn, des choses comme ça. Mais le diaporama un peu classique, bon, ça se fait peut-être un peu moins. Alors quand c'est bien fait, par contre, je continue à aimer ça, mais souvent on fait un peu vite et puis voilà, c'est un peu pas terrible. Maintenant, en termes de logiciel, alors là vraiment je vous invite à compléter parce que j'ai pas une grosse expérience sur ces sujets-là. En termes de logiciel, alors première information, donc PowerPoint qui est le logiciel de présentation de Microsoft, donc permet de faire ça. On peut créer des diapos et puis mettre des photos dedans. Alors il faut retailler ou s'assurer que vous prenez la diapo au bon format par contre, parce que le format 2 tiers n'est pas toujours respecté. PowerPoint par défaut il est souvent calé sur les tailles d'écran, donc il est en 16 neuvième, alors que vos photos sont en 2 tiers, donc vous n'avez pas la photo plein écran. Alors sachez, pour Alain qui me pose la question, que PowerPoint ça existe sur Mac, il suffit d'acheter la version qui va bien. Si vous n'avez pas PowerPoint, il y a Keynote qui est fourni avec macOS qui fait la même chose, voire même les pros de Apple me disent souvent que c'est mieux Keynote que PowerPoint. Alors bon, c'est Canon, Nikon, PowerPoint, Keynote, voilà, chacun a sa version, mais bon, peu importe. C'est aussi le logiciel de présentation qui a de l'intérêt. Après, vous avez tous les logiciels photo. Alors les logiciels photo, la plupart, ils permettent de faire ça. Je passe volontairement sur le mode diaporama de Windows ou macOS, là, qui est un peu simpliste, parce qu'on met les photos, il les passe, mais c'est tout, on peut rien enregistrer.
Par contre, l'idée d'Alain, c'était ça en fait, c'était d'enregistrer quelque chose qu'il peut ensuite emmener et puis montrer à l'improviste. Les logiciels photo comme Lightroom, comme d'autres, permettent de faire un diaporama. C'est même tellement intégré qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Vous prenez une sélection de photos, alors dans Lightroom typiquement, pour mieux connaître celui-ci, vous faites une collection des photos que vous voulez afficher, vous passez dans le module diaporama, vous construisez votre diaporama sur la base des modèles de Lightroom ou du modèle que vous avez fait vous, ou récupérez sur le web, et puis vous ajoutez la musique, vous faites ce que vous voulez, et à partir de là, eh bien, vous enregistrez le diaporama dans un format exportable. Alors voilà, vous pouvez faire du PDF, vous pouvez faire de la vidéo, vous pouvez faire un exécutable, enfin il y a toujours plein de formats possibles. Il y a aussi des logiciels de panorama dédiés, pas de panorama, de diaporama, pardon, dédiés. Alors j'utilisais ça à une époque parce que les concours FEDE étaient calés sur ce format-là, et honnêtement, à la FEDE Photo, je ne sais pas si c'est toujours le cas, si quelqu'un le sait, je suis preneur de l'info. De mémoire, c'est un logiciel qui s'appelait Picture to Exe. Picture, c'est en anglais, c'est Picture, hein, P-I-C-T-U-R-E. Alors Picture to Exe, c'est donc P-I-C-T-U-R-E-T-O E-X-E. C'était le fait de construire un diaporama et de l'exporter sous forme d'un fichier exécutable, d'où le nom exe. Et ce fichier, il suffisait de le faire tourner sur un ordinateur, et puis voilà, ça vous faisait comme une vidéo, mais c'était pas une vidéo en fait. Aujourd'hui, on fait quand même plus des formats vidéo, parce que l'exécutable, c'est généralement un exécutable pour Windows ou pour Mac, donc c'est pas hyper portable. Il vaut mieux faire une vidéo qu'on peut voir sur les tablettes, les téléphones, tout ce qu'on veut. Autre avantage d'utiliser un logiciel photo pour faire ça, moi pourquoi je vous parle de Lightroom, parce que je pose les mises, la tablette elle n'est pas là, mais quand je fais un diaporama comme ça, eh bien, tout bêtement je vais dans Lightroom mobile, j'ai ma collection de photos, j'enclenche diaporama dans Lightroom mobile, je sors, alors j'ai sorti la tablette ou le smartphone, l'iPhone ça marche aussi, et puis là le diaporama se déroule, j'ai 3-4 réglages qui sont sympas, et je n'ai strictement rien à faire, et c'est portable parce que je l'ai en permanence avec moi dans ma poche. C'est le smartphone que je peux projeter sur un écran de télé, sur un vidéoprojecteur, donc c'est quand même vachement pratique. Moi, le peu de diaporama que je fais quand j'ai des photos à montrer, c'est cette forme-là, parce que ça m'évite tout le travail de construction en amont, c'est quand même beaucoup plus simple. Je crois qu'aujourd'hui il faut aussi s'approprier les outils qui existent plutôt que de rester trop sur peut-être des façons de faire précédentes où on n'avait pas cette souplesse. Aujourd'hui on a des applis mobiles qui sont hyper performantes, donc utilisez-les vraiment parce que c'est hyper intéressant. Je suis d'ailleurs en train de vous préparer une formation sur toute la partie usage mobile de la photo, en particulier tout ce que l'on peut faire avec Lightroom mobile et puis Lightroom web, qui est méconnu alors que c'est rempli de fonctionnalités incroyables. Avec un simple navigateur web, vous pouvez faire plein de choses, et ça je vous en parlerai très bientôt parce que ça va sortir sous peu. Voilà, donc ce que je voulais vous dire pour les diaporamas, et puis la réponse aux 3 questions. Une fois de plus, si vous avez des tuyaux pour les diaporamas, je suis preneur. Alors rapidement, donc les bouquins de la semaine, alors je vous ai ressorti quelques bouquins plus anciens, et puis le dernier que j'ai reçu, alors le dernier c'est La Colline des Anges, c'est Crémant Depardon et Jean-Claude Guilbeault qui racontent leur retour à Saïgon, et vous voyez, alors très vite, hein, en 72, donc nos 2 auteurs, ils ont couvert la guerre du Vietnam. Alors un qui était correspondant de guerre et puis l'autre reporter photographe, c'est Depardon, et ils y retournent 20 ans plus tard et ils nous racontent ça. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je viens de le recevoir, donc je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment très envie parce que alors Depardon, bon, voilà, on ne se refait pas. Et, alors c'est du texte, hein, c'est pas franchement un bouquin de photos, il y a quelques photos aussi, mais c'est avant tout une belle histoire. Deuxième bouquin, c'est À l'imparfait de l'objectif de Robert Doisneau. Je vous montre volontairement des livres qui sont des livres de texte parce que je crois qu'on a beaucoup à apprendre aussi des photographes quand ils écrivent et pas uniquement quand ils montrent leurs photos. Donc ça, c'est un petit bouquin de poche, ça vaut pas très cher. Ça s'appelle donc Souvenirs et portraits de Doisneau. Je vous mettrai tous les liens. Et puis un que j'ai lu l'an dernier qui est De ma terre à la terre. C'est l'histoire de Salgado et de sa femme. Et là aussi, donc, alors quelques photos, mais surtout un beau récit. Il nous explique comment il est venu à la photo, comment il est arrivé en France, et puis où il en est aujourd'hui. Donc tout ça, c'est quand même vachement sympa. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, de même que regarder les reportages à la télé. Il y avait ces jours-ci un reportage sur Willy Ronis, par exemple, qui était assez fabuleux, dans lequel il y a des choses vraiment très importantes qui sont dites, et pouvoir écouter ou lire ces gens-là, je trouve que c'est un gros avantage. Dernier bouquin, qui est lui beaucoup plus gros que voilà, j'ai reçu, alors je me suis fait plaisir en commandant La France de Depardon, je vous en avais parlé sur Instagram ces derniers jours.
J'ai pas encore, j'allais dire, je l'ai pas lu, ça se lit pas ce genre de bouquin, mais voilà, donc très vite, c'est le travail de Pardon sur la France. C'est un sujet ça fait très longtemps que je voulais acheter ce livre, donc ça y est, j'ai craqué là, j'ai commandé l'autre jour. Et voilà, alors c'est des photos où vous pourriez vous dire, ouais, bof, franchement, être grand reporter et faire ça, mon gamin pourrait le faire. Non. Et puis, il y a une démarche quand même derrière. Ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas sortir une photo du livre et se dire, ouais, bof, ouais, il y a des photos, moi, je sais pas si je vous montre celle-ci au hasard, on pourrait se dire, oui, on a photographié le café du coin, franchement, c'est quoi le truc? Mais il y a une démarche derrière, je ne vais pas vous vendre de pardon à ce point-là, mais regardez, c'est quand même hyper intéressant ce qu'il nous a fait. Voilà, donc je vous mets bien sûr tous les liens et références dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que pour vous abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour Facebook, c'est là-haut en enclenchant les notifications. Et puis pour ma liste de contacts perso, c'est ce qui s'affiche là et dans la description. C'est le meilleur moyen de tout recevoir dans votre boîte à lettres directement. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À très bientôt pour un prochain épisode de l'émission photo.